On savait déjà tout ce qui serait la voiture à battre pour ce premier Grand Prix, on a eu pas mal de surprises pour de nombreuses équipes, mais aussi des déceptions pour d'autres. On est toujours en 2023 ou on est passé à une autre saison? Bienvenue dans Track Walk, le format où l'on fait le tour de piste des Grands Prix de Formule 1. On se retrouve pour le premier Grand Prix de la saison avec le GP de Bahreïn 2024. Il y a pas mal de choses à se dire, même si je dois admettre qu'il était vraiment très long. On a quand même vécu un Grand Prix historique puisqu'il n'y a eu aucun abandon lors d'un Grand Prix d'ouverture d'une saison, une première dans l'histoire de la Formule 1. On va débuter ce débrief en parlant d'Alpine, car oui, la marque française est vraiment dans une posture plus que délicate en ce début de saison. On sait qu'Alpine a complètement changé de philosophie pour leur nouvelle monoplace, avec un nouveau concept aéro où apparemment tout a changé, sauf le moteur. Mais il semblerait que cette prise de risque n'ait absolument pas été bénéfique, pour ne pas dire un échec, avec les deux voitures occupant les dernières places sur la grille, et pour la deuxième année consécutive, Pierre Gasly occupe la 20e place. Ils ont passé toute la course à l'arrière du peloton avec une course complètement ratée, avec des tentatives d'undercut pour essayer de remonter dans le classement. Ils terminent malgré tout P17 et P18 grâce à Bottas qui souhaitait réitérer Monaco avec un arrêt au stand hyper long et Sargent qui a décidé de prendre une pause sur le bord de piste. Mais alors pourquoi une telle non-performance pour les Alpines? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, le moteur Renault. Depuis 2022, le moteur Renault montre très clairement qu'il est en dessous en termes de puissance comparé aux autres motoristes. On serait sur l'ordre de 30 chevaux en moins, ce qui est quand même vachement significatif. Il était question au cours des dernières saisons d'aider Renault à revenir en termes de performance sur leur unité de puissance grâce à une dérogation, puisque le développement moteur est gelé depuis le début de saison 2022 et ce jusqu'à la nouvelle réglementation moteur en 2026. Mais Alpine n'a pas obtenu cette faveur, les laissant avec ce moteur Renault clairement en manque de puissance. Ensuite, l'autre problème vient de la monoplace elle-même. À la suite des essais hivernaux, il semblerait que l'Alpine soit trop lourde comparée aux autres concurrents, de l'ordre de 10 kg en trop. En plus de cela, l'écurie a du mal à comprendre la voiture et à la régler correctement, qui résulte en une voiture capricieuse, compliquée et pas agréable à piloter. On est à peu près à une demi-seconde derrière comparé aux autres équipes. On sait donc que ça va être une saison vraiment compliquée pour Alpine, et ils le disent eux-mêmes que ça va être compliqué jusqu'en 2026, jusqu'à cette nouvelle réglementation moteur. En plus de cela, il a été confirmé que Matt Harman, directeur technique, et Doug De Beer, responsable aérodynamique d'Alpine, ont tous les deux démissionné juste après le premier Grand Prix. À la suite de ça, l'écurie a décidé de créer 3 postes autour de 3 domaines: performance, aérodynamisme et ingénierie. Je pense que 2024 va vraiment être une saison à oublier pour Alpine, et j'ai peur que ce soit la même pour 2025, d'autant plus qu'en fin de saison, les deux pilotes Ocon et Gasly arriveront au terme de leur contrat. Alors est-ce que du coup il va y avoir un changement de line-up en 2025? À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On savait parfaitement que Red Bull serait l'écurie à battre cette saison, mais la question c'était: est-ce qu'ils sont atteignables? Ils ont créé la surprise aux essais hivernaux avec une voiture complètement inspirée Mercedes et les zéro ponton, bien que ce soit pas le cas. Clairement, ils savaient que les autres équipes allaient copier la RB19, alors ils ont fait le choix de prendre un pari risqué pour éviter que les autres équipes ne les rattrapent. C'est un joli move de Adrian Newey, en plus de faire fonctionner un concept qui jusqu'à présent, n'avait pas du tout fonctionné. Force est de constater que cela a fonctionné, puisque c'est Max Verstappen qui vient prendre la pole position à seulement 5 dixièmes de Charles Leclerc. Mais ce n'était pas forcément joué, puisque en Q2, le Monégasque avait réussi à faire un meilleur temps que Max Verstappen en Q3, et s'il avait réussi à réitérer ce temps-là, il aurait été en pole position face à Max Verstappen pour ce Grand Prix. Max part alors en pole position, tandis que son coéquipier Sergio Pérez, lui, partait à la 5e place, avec des qualifications manquées pour le Mexicain. Il arrive malgré tout à revenir assez rapidement, avec un dépassement dès le départ en prenant l'avantage sur Carlos Sainz, puis sur Charles Leclerc qui avait des problèmes de frein qui ont vraiment entaché le rythme du Monégasque tout au long de la course. Après l'arrêt au stand pour chausser des gommes dures, il arrive à revenir sur George Russell, qui avait lui aussi des problèmes sur sa monoplace, lui permettant à la fin de course d'assurer la 2e position et ainsi le doubler pour Red Bull. On le sait, Sergio Pérez est en posture délicate en ce moment chez Red Bull, avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il a la pression de Helmut Marko pour être sûr qu'il sera P2 au championnat pilote et le plus vite possible. On sait que Helmut est en train de préparer la carotte à Yuki Tsunoda et en particulier Daniel Ricciardo pour prendre la place du Mexicain si besoin. Et d'ailleurs, je pense que c'est plus qu'une question de temps à ce niveau-là. Pour Verstappen, il a roulé au-dessus de tout le monde littéralement toute la course. Il a roulé constamment une demi-seconde plus rapide que n'importe quel pilote sur la grille. Il était vraiment sur une autre galaxie tout du long du Grand Prix et il termine même avec 22 secondes d'avance sur son coéquipier. La stratégie était particulièrement bien rodée pour l'équipe autrichienne, avec une stratégie agressive qui a été payante, surtout que la monoplace possède une très faible, voire quasi inexistante usure des pneumatiques sur un rythme de course. Max Verstappen réalise alors le hat-trick, à savoir pole position, victoire et meilleur tour, le tout amplifié avec un doublé en début de saison pour Red Bull. Cela permet à l'équipe autrichienne d'égaler
ébranlé la mythique équipe Williams avec un total de 114 victoires en Grand Prix, et je pense que ça va continuer à monter cette saison. Autrement, vous n'êtes pas sans savoir les problèmes et polémiques qui tournent autour de Christian Horner. Il a été blanchi dans cette affaire, mais malgré tout, il continue d'être dans la tourmente, et il semblerait que le père de Max, Jos Verstappen, soit en train de mettre la pression pour que Christian Horner quitte Red Bull. Il aurait discuté avec Toto Wolff au cours du week-end, et il y aurait même une rumeur selon laquelle Max Verstappen serait l'option la plus en vue pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes en 2025, selon l'AMUS. Verstappen a un contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, mais la tourmente autour de Christian Horner mettrait à mal ceci, ainsi que le partenariat avec Ford, profitant alors à Mercedes. De mon côté, je ne suis pas certain que cela se fasse, car Verstappen est actuellement dans une position dominante avec Red Bull, qui devrait durer au moins jusqu'en 2025, assurant le titre pour 2 années consécutives encore, je pense. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il partirait. Maintenant, on sait qu'il y a des clauses dans des contrats par rapport à Christian Horner, notamment avec Max Verstappen et Adrian Newey. Maintenant, avec Lewis qui va chez Ferrari, j'ai envie de dire, tout peut arriver. Et vous en pensez quoi de tout ça ? Je vais d'abord parler de Ferrari car on a eu 2 courses radicalement différentes pour les 2 pilotes. Pour Charles Leclerc, sa course a été plus que compliquée avec de gros problèmes de frein et des blocages de roues quasi récurrents au virage 10, ce qui lui a fait perdre énormément de temps sur sa première partie de course. Cela a été dû à un changement de déflecteur des écopes de frein avant sur la voiture du monégasque avant la course par précaution, résultant alors en un pneu avant gauche en surchauffe comparé au pneu avant droit. Fred Vasseur parlait d'un problème de température de frein qui s'est réglé en cours de course. On l'a vu, Charles Leclerc a regagné du rythme en deuxième partie de course, lui permettant alors de terminer P4, derrière son coéquipier Carlos Sainz qui termine sur la 3e marche du podium. L'Espagnol avait un rythme monstrueux tout au long de la course et avait le même rythme que Sergio Pérez, lui permettant de revenir au contact du Mexicain à plusieurs reprises au moment de la course. On notera quand même cette bataille entre les pilotes Ferrari, presque au contact au premier virage, qui a clairement fait perdre du temps aux 2 pilotes. On a bien compris qu'il n'y avait pas de consigne d'équipe, si ce n'est de maximiser les points en ce début de saison. Puisque Lewis Hamilton sera le coéquipier de Charles Leclerc chez Ferrari en 2025, et bien Carlos Sainz est en quête d'un baquet, alors il sait qu'il doit maximiser chacune des courses cette saison pour montrer son plein potentiel. Il ne crachera certainement pas sur le fait d'être élu pilote du jour et d'assurer la 3e place au championnat pilote, permettant alors à Ferrari d'assurer la 2e place au championnat constructeur. Il y a donc clairement du potentiel pour Ferrari cette saison, ce qui fait plaisir à voir, là où l'année dernière, le rythme de course leur faisait cruellement défaut. À voir si ce sera le cas sur les prochains Grands Prix, mais en tout cas, ça annonce du positif pour la suite. Du côté de Mercedes, ce n'était pas le début de saison idéal pour eux, avec des qualifications manquées pour Lewis Hamilton qui partait P9, là où George Russell a plus que réussi l'exercice de la qualification avec une P3 sécurisée sur la grille. Lewis disait qu'il avait opté un setup favorisant le rythme de course, là où Russell a réussi à trouver un réglage optimal de la voiture grâce au simulateur. Pour la course, le rythme s'annonçait très bon pour les flèches d'argent, avec Russell qui a réussi à prendre la P2 à Charles, roulant même 3 dixièmes plus vite que Verstappen en début de course. Mais derrière, le moteur Mercedes a montré des signes de surchauffe que l'écurie n'avait clairement pas anticipé. Il a fallu alors baisser la puissance moteur, leur faisant perdre 3 à 4 dixièmes par tour, jusqu'à même être obligé de faire du lift and coast, où encore 2 dixièmes de plus ont été perdus. Cette surchauffe a vraiment surpris l'écurie britannique, parce que ce soit au moment des essais hivernaux ou lors des essais libres, la voiture elle a roulé à des températures bien plus élevées et il n'y avait aucun problème. Mais Andrew Chauvelin, ingénieur en chef chez Mercedes, a admis qu'ils auraient mal calculé les paramètres de refroidissement, leur coûtant énormément sur cette première course. Sans cela, je pense que ça pouvait très clairement se batailler avec les Ferrari, voire même tenir le rythme de Pérez. En plus de cela, le fait de faire du lift and coast a refroidi les gommes avant, qui a sérieusement impacté le rythme de course des 2 pilotes. Associé à cela, le problème de baquet dont s'est plaint Lewis Hamilton, qui apparemment était un problème de fixation, et c'est une P5 et une P7 à l'arrivée de ce Grand Prix. Même Chauvelin disait que P5 et P7, c'était les meilleurs résultats qu'ils pouvaient faire au vu des circonstances. Malgré tout, le rythme était plus que rassurant pour Mercedes, ce qui devrait leur permettre de jouer une P2 au constructeur, avec une bataille très certainement entre Ferrari et McLaren. On attend de voir à Jeddah si cela se confirme ou non. Du côté des écuries clientes de Mercedes, Williams a elle aussi eu des problèmes de surchauffe moteur, là où McLaren et Aston Martin n'en ont aucunement eu. Les performances de McLaren étaient aussi très bonnes comparées au début de la saison dernière, là où les Aston Martin semblent reprendre 2024, là où 2023 s'était terminé, à savoir derrière les McLaren. Globalement, il semblerait que tout le monde ait quand même bien travaillé au cours de l'hiver et ait fait un step-up pour rattraper Red Bull, à l'exception d'Alpine. Bien sûr, cela va dépendre du développement en cours de saison et bien sûr de saisir les opportunités qui vont se présenter à chacun. Une chose est sûre, la moindre erreur coûtera très cher.
Pour terminer ce débrief, on va parler des moments marquants et étonnants de ce Grand Prix. D'abord, on va parler de la performance de Hülkenberg en qualification, qui a réussi à hisser sa Haas en Q3 en assurant la 10e place. Malheureusement, il vient complètement anéantir sa course avec un contact avec Lance Stroll au virage 1, qui aurait très clairement pu être évité, l'obligeant à s'arrêter à la fin du premier tour et de changer son aileron. Il termine alors à la 16e place, là où il aurait été possible de marquer des points. Du côté de Lance Stroll, il repart dernier à la suite de ce contact, mais il arrive quand même à remonter jusqu'à la 10e place grâce à une stratégie décalée. C'est quand même une belle performance pour le pilote canadien, qui a terminé avec une bataille avec son coéquipier Fernando, qui avait l'avantage d'avoir des gommes plus fraîches. L'Espagnol termine donc à la 9e place, ce qui permet à Aston Martin de gagner 3 points au championnat constructeur. Aston Martin se positionnant alors comme 5e force du plateau. On est loin du podium de Fernando Alonso à Bahreïn l'année dernière et du début de saison fulgurant qu'avait vécu Aston Martin. Côté Williams, on a eu les problèmes de surchauffe chez Alexander Albon, mais aussi chez Logan Sargeant, qui a surtout souffert d'un énorme blocage de roue au virage 4, le forçant alors à tirer tout droit. Il est pas reparti tout de suite, perdant jusqu'à 45 secondes il me semble, avant de repartir en piste. On le voit d'ailleurs pendant le blocage de roue essayer de régler la balance des freins pour s'en sortir, mais sans succès. Il a alors passé toute sa course derrière le peloton, terminant à 2 tours de Max Verstappen. Apparemment, cela venait d'un problème directement de son volant, qui a été alors changé lors de son arrêt au centre juste après. Devant lui, à la 19e place, on retrouve Valtteri Bottas, qui a déjà réussi à nous faire l'arrêt le plus long de la saison, avec un arrêt au stand de 52,4 secondes, à croire qu'il souhaitait refaire son expérience de Monaco. Chose étonnante, car il s'agit des mécanos qui ont positionné la roue avant-gauche dans le mauvais sens. Ils ont mis le flanc extérieur de la roue vers l'intérieur, on le voit avec le logo P0 de Pirelli, qui normalement devrait être vers l'extérieur de la voiture. Ils ont alors forcé sur l'écrou, il a donc fallu ramener une nouvelle roue, un nouvel écrou, ruinant alors la course de Valtteri Bottas dans sa nouvelle Kick Sauber, anciennement Alfa Romeo. Enfin et surtout, quelque chose qui ne s'est pas vu directement car ça s'est passé après la course, mais il y a eu une escalade entre Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo, les deux coéquipiers de la nouvelle équipe Racing Bull. Et oui, le pilote japonais était bloqué derrière Kevin Magnussen à la fin de la course. C'est alors que la nouvelle équipe Racing Bulls a décidé d'inverser les positions des deux pilotes, afin que Ricciardo essaye de dépasser Magnussen, mais sans succès. Tsunoda, alors frustré de sa course avec une stratégie d'undercut qui n'a pas fonctionné, a montré son mécontentement en faisant un dive bomb sur son coéquipier lors du tour de décélération, et à revenir même extrêmement proche de lui, limite au contact en sortie de virage. C'est un comportement qui est plus que dangereux, mais surtout immature pour un pilote qui n'est pas à sa première saison de Formule 1. Je doute que cela ait plu au commandement Red Bull, surtout que derrière, il y a Liam Lawson qui attend d'avoir une place de titulaire, donc il va falloir que Yuki Tsunoda fasse très attention. Alors que peut-on attendre pour Jeddah? Le Grand Prix d'Arabie Saoudite aura lieu lui aussi un samedi. Le tracé de Jeddah est beaucoup plus sinueux, mais propose l'une des vitesses de pointe les plus rapides de la saison. Je m'attends donc à ce que Ferrari réussisse son coup et nous montre son plein potentiel avec ses deux voitures réglées comme il faut pour aller attaquer les Red Bull. Du côté de Mercedes, on devrait s'attendre à une bataille aux côtés des Ferrari, et je ferai attention aussi à McLaren qui, je l'espère, devrait se ramener dans la bataille pour un bon résultat. Attention quand même à ces équipes sur la dégradation des gommes qui risque d'être un facteur crucial pour ce Grand Prix. Et vous attendez quoi de Jeddah? Voilà, c'était le premier débrief de cette saison 2024 pour Trackwalk. J'espère que vous avez apprécié le retour de ce format. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Jeddah. D'ici là, on se retrouve en live sur Twitch et sur cette chaîne dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.